Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Il faut réfléchir vraiment à avoir une cuisine raisonnée, de qualité, qui soit en circuit court. Dans la restauration collective aujourd'hui, dans les cantines scolaires, 80% de la viande est importée. Est-ce normal? Privilégier une logique locale, uniquement en fait. On sent quand même un essor à manger local, des produits de qualité, des circuits courts. Quand nous avons des filières d'excellence, quand nous avons des éleveurs en France qui font un boulot remarquable. Ça valorise vraiment notre travail parce que quand on a des bons retours, on est vraiment satisfait de notre production, quoi. Et la France exporte son blé et son vin, mais elle importe de plus en plus de poulets, de poissons, de fruits. Selon la profession, la moitié du poulet consommé en France serait d'importation, principalement pour fournir la restauration, les cantines et l'industrie alimentaire. Pourtant, la loi Egalim impose aux restaurations collectives au moins 50% de produits dits durables et de qualité, Philippe. Alors parlons vrai. Est-ce que le bien manger, ça doit s'apprendre dès l'école, en particulier à la cantine? Est-ce que ce serait pas une opportunité pour développer la production locale et de qualité? Est-ce que plus qu'un projet alimentaire, ce n'est pas un projet de société? Et à cette question, faut-il imposer aux cantines et restaurations collectives des circuits courts pour la qualité alimentaire? Vous dites oui à 95%. Sur cette position des cantines et des restaurations collectives, entre autres Philippe Bilger, est-ce que nous, en tant qu'agriculteurs ou agriculture française, c'est pas la moindre des choses que ce qu'on mange, en tout cas dans nos cantines, vienne de chez nous? Sûrement, Cécile. Et si vous me permettez, compte tenu de ma trop longue expérience, je me rappelle quand j'étais jeune, ça n'était pas un problème qui me préoccupait. Je mangeais, j'avais faim, je ne triais pas, je ne discriminais pas, et peu à peu j'ai vu l'importance que le bien manger a pris dans notre société. Et c'est évident que moi-même, et pour les jeunes et les plus petits, la manière de les faire manger est capitale pour une perception de société qui a du goût dans tous les sens du terme. Jean-Baptiste Moreau, vous qui êtes agriculteur dans la Creuse, éleveur bovin, je ne sais pas, vous fournissiez la cantine du lycée de Guéret ou du collège de la Souterraine en viande de bœuf par exemple, ou alors ils allaient l'acheter au Brésil ou on ne sait pas où? Non, au Brésil je pense pas, mais non, ils allaient effectivement ils passent beaucoup par des grossistes ou des gens qui sont assez spécialisés là-dessus. Et nous, quand on a été élus avec l'équipe municipale et la maire Ludivine Châtenay à la mairie, c'est justement avec l'ambition, parce que pendant longtemps, c'était le restaurant de la commune qui faisait la nourriture pour justement la cantine. C'est-à-dire qu'il achetait lui en local et il faisait en plus de son restaurant les plateaux repas pour la cantine. Voilà, le jour où il a fermé, du coup, on est passé par un opérateur et la qualité des produits s'est nettement dégradée, beaucoup plus de gaspillage, une alimentation de pas bonne qualité, effectivement, avec des produits importés. Et donc, nous, on est en train de relancer ce bar-restaurant pour justement fournir notamment les 35 repas du RPI, c'est-à-dire du regroupement pédagogique et de l'école du village, parce qu'on trouve que c'est important qu'à la fois, ce soit des produits locaux et quelqu'un en local qui cuisine vraiment et pas des trucs qui arrivent surgelés et qu'on met dans le micro-ondes. Donc voilà, ça c'est une chose. Et puis j'ai été rapporteur d'Egalim, donc c'est moi qui ai mis dans la loi l'objectif des 50%, donc 20% de produits bio, 50% de local, parce que on parle de local, mais c'est déjà local et sous signe officiel de qualité, parce que c'est pas tout que ce soit du local. D'abord, c'est pas possible partout. Oui. Mais par exemple, c'est sûr que du local à Paris Centre, ça va être compliqué. Figurez-vous que le plus bel exemple que j'ai trouvé justement de cantine nourrie avec des produits de qualité en direct du producteur, c'est Paris 5e arrondissement, au pied du Panthéon, parfaitement. Et il y a une maire qui est hyper dynamique, mais qui vient de temps en temps, je crois, sur Sud Radio, Florence Berthoud, qui vient chez Valérie Expert, et voilà, tout à fait, Florence, qui fait venir en direct des agriculteurs l'alimentation pour l'ensemble des cantines de ces écoles de son arrondissement. Et de façon très simple, et elle fait des équilibres matières, c'est-à-dire que tous les gamins de toutes les écoles mangent pas des steaks le même jour. Il y en a qui mangent des steaks, il y en a qui mangent du pot-au-feu parce qu'il faut placer tous les morceaux de la bête, et pour pas plus cher, elle fait du direct, et pourtant elle est à Paris 5. Donc voilà, même à Paris 5 c'est possible. Olivier d'Artigol à Pau, ça doit être encore plus possible, puisque des agriculteurs dans les Pyrénées-Atlantiques, les Landes et les Hautes-Pyrénées, les départements limitrophes et le Gers, ça manque pas, et heureusement, et on les aime. Oui, cela est déjà réalisé avec la cuisine communautaire de Pau et de l'ensemble de son agglomération. Dans énormément de territoires, on trouve ces collectivités territoriales avec les éleveurs, les transformateurs qui arrivent justement à tenir l'objectif que vous avez donné. Mais vous avez vu 95%. Maintenant,
les consommateurs vont être très attentifs à deux choses. Le prix, bien évidemment, avec les questions de pouvoir d'achat, et la provenance. Et le résultat, le sondage réalisé par Sud Radio à l'instant montre bien qu'il y a une prise de conscience extraordinaire dans notre pays et c'est une bonne nouvelle. On a un commentaire très sympathique de Jackie Bordache, qu'on salue, qui est un fidèle. Oui, et faire aimer les légumes dès la maternelle, ainsi que les bonnes sauces sur de la viande française, c'est quand même joli. Si à faire déguster par exemple, pas dégoûter, des sauces aux enfants, ce serait de l'éducation à la gastronomie, vous pensez pas? Oui, à la bonne bouffe. Complètement, mais déjà, c'est la base, effectivement. L'éducation à la cuisine et à la gastronomie, c'est important, mais c'est vrai que si on leur donne n'importe quoi à bouffer le midi, ça sert à rien. Enfin, je veux dire, il faut qu'ils apprennent à apprécier tout et à goûter tout, parce que c'est vrai que on dit souvent les enfants aiment pas les légumes, mais surtout ils aiment pas les légumes effectivement à l'eau, mal cuisinés, bouillis, trop. Enfin, nous non plus on n'aime pas d'ailleurs. Hein. Donc il faut les habituer à manger tout, mais pour ça il faut leur faire une alimentation de qualité, parce qu'effectivement, si c'est pour leur faire une alimentation diversifiée et qu'il y ait les 2/3 de l'assiette qui restent dans l'assiette, enfin qui restent et qu'on fout à la poubelle à la fin, c'est pas une avance. Et moi, c'est le constat qu'on a fait nous quand on est passé du resto du coin qui fait à manger à, je vais pas les citer parce que voilà, je leur veux pas de mal spécialement, mais une grande enseigne spécialisée dans la fourniture à la restauration collective, vous avez eu les poubelles qui étaient 2 fois ou 3 fois plus pleines qu'avant, quoi. Enfin, c'était très net. Mais c'est un peu ce que disait Michel Béraud tout à l'heure, c'est reconnecter les enfants à l'agriculture, au rythme de l'agriculture. Effectivement, les enfants, et notamment dans les villes, mais pas seulement, même dans les campagnes, qui n'ont plus de connexion au monde agricole, ne savent plus ce que c'est que, effectivement, un fruit de saison. Ils pensent qu'ils peuvent manger des tomates toute l'année, des fraises toute l'année, des cerises toute l'année. Non, enfin, il y a un cycle de vie, il faut le respecter. Mais avouons quelque chose, on parlait avant des métiers de l'agriculture et des travailleurs de la terre au moment du salon de l'agriculture. Le monde agricole était frappé d'une certaine forme d'invisibilité, hormis ce rendez-vous. Dans cette crise agricole très grave qui porte sur des enjeux existentiels, la chose positive, c'est qu'on parle de ces métiers, de la passion, de leur formation, de la manière dont tout ça s'organise et dont tout ça peut avoir un avenir dans notre pays. C'est la chose positive des dernières semaines. Et avec un élément très fort qui est valable pour toutes les professions fondamentales, c'est que la considération, il y a quelque chose qui a pesé sur l'agriculture et les agriculteurs et les paysans, c'est une forme de mépris finalement, comme si c'était une activité inférieure alors qu'elle est fondamentale à notre humanité. Alors c'est important aussi de dire que nous on a fait une émission sur l'emploi hier avec l'enseignement agricole, de dire qu'il manquait finalement 30% de jeunes aujourd'hui dans les écoles, dans les enseignements, dans l'enseignement agricole, et de dire que si ces 30% ne sont pas résorbés d'une manière ou d'une autre, ça veut dire qu'ils ne pourront plus nous nourrir, Jean-Baptiste Moreau. Oui, mais on est déjà pas du tout autosuffisant sur un certain nombre de productions. On importe déjà 20% de notre viande bovine, on importe quasiment la moitié de nos fruits et légumes, on importe quasiment la moitié de nos volailles en restauration hors foyer, donc notamment dans les cantines. Hein. Dans les cantines, c'est principalement dans les cantines et la restauration collective et dans beaucoup de restaurants. La plupart du temps, c'est Ukraine, Brésil, ça vient pas de France ni même d'Europe. Donc on a aujourd'hui déjà la notion de souveraineté alimentaire qui est dans l'intitulé du ministère. On l'a déjà plus, la souveraineté alimentaire, sur bien des produits. Il y a quelques produits où on le garde encore. Le lait, le lait, j'ai discuté hier avec la directrice de l'interprofession du lait. En 2027, si les courbes continuent comme ça, on importera du lait, on sera plus autosuffisant en lait non plus. Enfin, on y va. C'est un problème de santé publique aussi. Bah oui, c'est un problème de santé publique parce que, et puis en plus, voilà, le lait qu'on va importer, je sais pas d'Irlande, de Nouvelle-Zélande, même peut-être. On parle d'importer de la poudre de lait de Nouvelle-Zélande. Oui, la poudre de lait, du lait entier certainement pas, mais du lait on va l'importer de nos voisins parce qu'on peut pas le transporter sur des très grandes distances, mais même, enfin, je veux dire, on ne contrôlera plus le mode de production. Et puis imaginez des tensions internationales entre des pays où un retour du Covid, où on est incapable demain, on arrête les échanges mondiaux, comme on fait. Si on n'est plus capable de nous nourrir nous-mêmes, ça va devenir très inquiétant. Mais une question, comment on en est arrivé là? Il y a 30 ans, la France, elle nourrissait l'Europe. Et elle a toujours été autosuffisante exportatrice. Ça doit dater des Mérovingiens ou des Carolingiens. Donc ça fait quand même un certain temps. Comment en est-on arrivé là? On en est arrivé là par la décroissance agricole, par le fait que les agriculteurs n'arrivent plus à vivre de leur métier et que donc on ne donne plus envie aux jeunes générations
motivation de reprendre. Ils voient leurs parents misérer toute leur vie et donc ils disent moi je vais faire autre chose, je vais aller voir ailleurs pour trouver un job et je vais faire autre chose. Et puis par le fait qu'on a effectivement laissé partir les exploitations, elles se sont toujours plus agrandies, sauf que l'agrandissement ça a une limite. Au bout il y a le travail humain, il peut pas faire plus que ce qu'il peut. Quand vous avez 100 vélages par homme, vous pouvez pas aller au-delà parce qu'après vous avez trop de pertes et vous vivez encore moins de votre métier. Donc voilà, tout ça explique aussi cela. Et on a glorifié les métiers intellectuels, on a décrédibilisé les métiers manuels comme les métiers de l'agriculture. Enfin, c'était la honte quand vous aviez votre enfant qui allait en lycée agricole, c'était vraiment parce qu'il pouvait rien faire d'autre, quoi. Enfin, c'est dans la tête des parents, c'est encore sévèrement ancré cette réalité-là. C'est très touché par des slogans lors des mobilisations. L'agriculture, on en a rêvé. Aujourd'hui, on est en train d'en crever. La répartition de la valeur ajoutée, la manière dont Egalim a essayé d'apporter une réponse, notamment Egalim 2, sur ce sujet-là, est quand même quelque chose qu'on doit prendre en très grande considération. Pouvoir vivre dignement de son travail, qu'il y ait un revenu paysan. Et cette crise-là, elle a plombé très durement les perspectives et le renouvellement générationnel des dernières années. Ce qui est important de dire, David, Jean-Baptiste Moreau, ce qui est important de dire aussi, c'est que l'agriculture aujourd'hui, en général, et l'enseignement, il y a des métiers très techno, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans les métiers d'avant. Aujourd'hui, il y a une technologie, l'intelligence artificielle, ça veut dire que tout ce que font les générations des jeunes générations, c'est ils sont hyper précurseurs. L'agriculteur, c'est le chef d'entreprise. Avant, on disait dans les années 50 que celui qui restait agriculteur dans les enfants, c'est celui qui avait le moins de capacité, qui pouvait pas faire autre chose. Aujourd'hui, ça peut plus être le cas. Aujourd'hui, il doit être gestionnaire. On a un travail sur la compétitivité des exploitations agricoles et ça va demander des vrais chefs d'entreprise avec une vraie vision, une vraie capacité d'adaptation, qui sachent lire un résultat comptable, qui sachent lire un compte de résultat et un bilan et qui sachent adapter leur exploitation aux changements qui viennent. On a avec le changement climatique un certain nombre de modifications qui vont devoir être faites sur les assolements, sur les cultures qui vont pouvoir être faites. On a besoin de gens hautement diplômés. Puis les ordinateurs aujourd'hui dans les tracteurs, vous avez des GPS, vous avez des réglages hyper fins sur les pulvérisateurs. Il y a des drones, effectivement. Il y aura sans doute de la robotique aussi. Il y a déjà certains robots, on en voit un peu dans les allées du salon de l'agriculture aujourd'hui. On a un certain nombre de robots qui sont capables de désherber de façon ciblée. Ça va être de plus en plus technique. C'est évident. Donc c'est plus le bonnet de la famille qui va devoir être agriculteur, mais bien celui qui réussit le plus à l'école. Mais on parle souvent en France des lois qui sont votées mais qui ne sont jamais appliquées. Je vais prendre un exemple. Quand on voit la loi Egalim, on doit connaître dans un restaurant ou dans une restauration collective l'origine des viandes. Je vous promets une chose, on se le disait ce midi à la cantine, il n'y a pas la provenance des viandes marquée. Et j'étais dans un restaurant le week-end dernier, absolument aucune provenance de la viande. J'ai même demandé d'où venait la viande au restaurateur. Est-ce qu'il ne faudrait pas, plutôt que de faire une nouvelle loi Egalim, faire déjà appliquer les précédentes? Jean-Baptiste Moreau, ça c'est tout le débat, ça. C'est quand même un débat fondamental. Non, mais c'est un débat fondamental et c'est ce que je ne cesse de dire et de rabâcher. Les députés devraient, et moi j'ai été 5 ans et j'ai été parmi ceux-là, il faut qu'on arrête de nous faire voter des lois à la chaîne les unes derrière les autres et qu'on prenne du temps pour aller vérifier l'application sur le terrain. Mais ça on le fait pas. Il faut qu'on ait les moyens et le temps matériel d'aller voir les collectivités locales, d'aller voir les administrations locales, vérifier l'application des lois parce que on vote des lois au kilomètre, on n'arrête pas, on est à Paris du lundi soir au jeudi soir quand on est député. On ne fait que ça. Je crois que c'était sur le dernier quinquennat, si je me trompe pas, c'était un texte de loi tous les 2 jours ou quelque chose comme ça. Ça fait beaucoup. Non mais ça fait 180 par an. Mais c'est débile. Enfin, c'est des rythmes débiles et on ne vérifie jamais l'application de la loi et la façon dont elle est appliquée. Parfois, elle est appliquée différemment de la façon dont elle a été écrite. Et surtout l'impact. Donc ça c'est le rôle du député et ça lui fera faire du terrain et ça lui fera du bien. Jean-Baptiste, si vous le permettez, est-ce que l'un des problèmes de la loi à l'égard de l'agriculture, c'est que le monde agricole est d'une infinie diversité. Il y a des petits, il y a des gros agriculteurs. Est-ce que ça n'est pas un vrai problème, cela ? Oui, certes, ça on peut pas traiter toutes les productions et tous les agriculteurs de la même façon. Les problématiques sont pas forcément les mêmes. Effectivement, quand vous êtes céréalier dans la Brie ou dans la Beauce, ou quand vous êtes éleveur en Creuse ou en Lozère. Donc évidemment que les problématiques et les lois ne peuvent pas être les mêmes pour tout le monde. Ça c'est certain. Après, il y a des grandes directions, il y a des grandes orientations qui peuvent être choisies. Le problème, c'est qu'on n'a pas choisi pendant de nombreuses années entre savoir si on voulait une agriculture qui produit, c'est-à-dire productive, c'est pas un gros mot,
ou une agriculture juste qui entretient des paysages. Voilà. Et là aujourd'hui, il va falloir choisir parce qu'on est au pied du mur sur la souveraineté, sur notre capacité à nourrir notre population. Donc si on continue à vouloir avoir des jardiniers du territoire, on va avoir des jardiniers du territoire. On aura peut-être des paysages beaux et encore pas tous parce que vu le non-renouvellement, il y a un certain nombre de terres qui vont partir à la friche, mais on n'aura plus de capacité à nourrir notre population. Et ça, on y est, c'est pas le futur, c'est maintenant. Il y a l'application de la loi et aussi le contournement de la loi, avec par exemple la création des centrales d'achat européennes. Et la grande distribution est spécialiste pour contourner une loi 15 jours après qu'elle a été édictée. Hein. Ils ont des bardés de juristes. Alors c'est pas parce qu'on est sur le stand Lidl que je le dis, hein, mais la grande distribution est assez forte dans le contournement de la loi systématique. Ouais. Allez, vous restez avec nous dans un instant. La suite de ce programme magnifique en direct de Lidl. On est au salon de l'agriculture. Alors ça mange, ça boit. Voilà, c'est de l'eau, hein, de l'eau. Il n'y a plus de morteaux. Fab, ce n'est pas vrai. Non, Olivier d'Artigol, il faut dire il n'y a plus de morteaux. Je dis ça, je ne dis rien. Voilà. Il n'a pas été le seul. Allez, on vous souhaite la bienvenue. On est ravis de vous accueillir. Dans un instant, le qui c'est qui l'a dit. Et là, le ton devrait changer. Là, il faut manger avant qu'il se jette tout au visage.